Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour cette deuxième émission 0% complexé, 100% convivial des décideurs locaux. Le concept est très simple. De l'échange, de l'expertise et du café. Car oui, tout bon moment commence par un bon café. Pour chaque émission, nous accueillerons des invités, experts dans leur domaine. Ils nous partageront leur vision, leurs projets sur les enjeux du moment qui nous concernent. Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir, je vais commencer par toi, Laurence. Bonjour. Bonjour. Laurence Rouverol, Arabica et Chocolat. C'est une société qui a été créée en 2006, distribution automatique de café et chocolat pour les entreprises. 31 collaborateurs, 2000 distributeurs automatiques exploités en Drôme et en Ardèche principalement, et un chiffre d'affaires en 2022 environ 4 millions d'euros. C'est ça. Ensuite, Alexis Mironneau, bonjour. Bonjour Sébastien. Adeos et SEMA Collège de Paris. Alors, Adeos et SEMA sont membres du Collège de Paris. Adeos s'est formé en 2012, formation professionnelle et coaching, 8000 personnes formées par an. Et SEMA, c'est plus récent, ouvert en 2019. Exact. École de commerce en alternance. Et environ à Valence, formé 270 étudiants. Exactement. Le Collège de Paris, c'est 15 000 étudiants sur la France et 30 000 stagiaires formés. C'est un regroupement d'établissements d'enseignement supérieur et d'organismes de formation pro. C'est environ 180 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et enfin, pour finir, Dimitri et Bernard, bonjour. Bonjour Sébastien. Ardrome. Ardrome a été créé en 2004 à Saint-Péret. Toi, tu as traversé le Rhône pour venir nous voir. Ouais, il y a eu la barrière, donc c'est bon, j'ai payé mon droit de péage. Ces deux sociétés principalement, tu vas nous en dire, la famille s'agrandit un petit peu, Oui. mais Ardrome Sécurité et Ardrome Formation. Ardrome Sécurité, c'est installation et maintenance de dépannage des systèmes, et Ardrome Formation, prestation de formation dans les domaines de la sécurité. Exactement. C'est environ 49 personnes aujourd'hui et un chiffre d'affaires de 6 millions. Oui. Je vous laisse vous présenter en quelques mots. Laurence, on commence par toi. Oui, voilà. Donc, moi, Laurence Rouverol, j'ai 50 ans. J'ai créé la société donc Arabica et Chocolat en 2006 avec Cédric Vallon, qui est aujourd'hui mon bras droit, donc en direction générale aussi. Aujourd'hui, nous avons 31 collaborateurs, dont certains sont là depuis le départ. Voilà, donc, c'est une belle aventure humaine. On gère en effet un parc de un peu plus de 2000 distributeurs, mais il n'y a pas que des distributeurs automatiques. On fait aussi tout ce qui est fontaine à eau, petites machines à café, le matériel de petit déjeuner, les machines à jus d'orange, etc. En fait, on a un large panel de matériel et de services qu'on propose à toutes les entreprises, voilà, les administrations, etc. D'accord. Et pourquoi chocolat ? Il fallait trouver un nom, voilà. Et en fait, je cherchais un nom qui ait une connotation un peu sympa, qui rappelle aussi un peu le métier, puisque c'est vrai que dans mon activité, les noms, c'était plutôt des initiales. Voilà. Donc, Arabica pour le café, chocolat, et puis le « et » avec les petits accents, parce que ça fait un peu... D'accord. Voilà, un peu... Et toi, tu es pas loin, tu es venu en vélo, d'ailleurs. C'est ça. Je suis venue en trottinette électrique de la zone de Clérac, Beaumont-les-Valences, où nous sommes installés depuis 2011. Voilà. Où j'ai fait construire un bâtiment, voilà, en 2011. D'accord. Ok. Alexis ? Donc, enchanté, Alexis Mironneau. J'ai 38 ans. J'ai rejoint donc tout d'abord l'aventure Adeos en 2014. Comme tu le disais, ça a été créé en 2012 par Eva Moulin. J'ai rejoint l'aventure en tant que co-gérant de cette structure. Travailler en famille, on peut dire ? On travaille en famille, on peut dire. Et du coup, les années passant, on a, par le biais des rencontres, donc développé Adeos, qui intervient, comme tu disais, sur du management, du commerce, de la finance, des ressources humaines, de l'informatique. Donc on forme
8 000 salariés sur ces sujets. Et on l'a développé avec une structure qui s'appelle Admetis, qui intervient sur les langues, sur laquelle on intervient sur des cours d'anglais, d'espagnol, d'allemand, d'italien, et puis on va même sur du chinois, du russe, des langues un peu plus exotiques. Une spécialité. Voilà. Et ensuite, en 2018, on a rencontré un partenaire avec qui on a commencé à travailler, qui s'appelle le Collège de Paris, dont tu parlais tout à l'heure. Et du coup, j'ai fondé le campus SMA à Valence. Ce campus, donc, comme tu disais, c'est une école de commerce et de management 100% en alternance. Donc, c'est vraiment une volonté d'avoir imposé l'alternance dans notre école. Et on a monté ce campus avec 3 filières principales. Du commerce, du management de gestion et des ressources humaines. Et on forme des jeunes du post-bac au bac+5. D'accord, ok, très bien. Tu nous en diras un petit peu plus tout à l'heure. Avec plaisir. Dimitri. Donc Dimitri, rebonjour, Dimitri Bernard, donc j'ai 44 ans, 3 enfants, je suis né à Aubenas, donc je suis ardéchois. Ah, vrai. Voilà, même si je traversais le pont, je suis ardéchois. Donc nous, on a 2 métiers, effectivement, la partie formation, donc on dispense des formations pour les entreprises sur la partie sécurité, donc habilitation électrique, CACES, nacelle, cariste, pont roulant, secourisme au travail, puis formation incendie. Donc là, ça représente 7 collaborateurs sur 2 sites. Donc on a un site à Saint-Péret, on a un site sur Porte-les-Valences. Et puis ensuite, on a l'activité donc protection des bâtiments avec 2 pôles. Un pôle incendie, sécurité incendie, où on fait donc de la détection incendie, du désenfumage, porte-coupe-feu, extincteur, robinet incendie armé. Là, on doit être une vingtaine de collaborateurs. Et après, on a le pôle sûreté, où on fait donc alarme intrusion, vidéosurveillance et contrôle d'accès. Et là, on est une quinzaine aussi de collaborateurs sur cette activité-là, ce qui fait 49 personnes à peu près au total. Mais au-delà du métier, la plus belle histoire, c'est l'histoire qu'on a avec l'ensemble de nos collaborateurs, parce que j'en ai depuis quasiment, il y en a qui ont 16-17 ans d'entreprise. Et je trouve que c'est cette aventure-là qui est vraiment belle et qu'on a envie aussi de partager. Et j'ai des belles réussites. On parlait d'alternance avec Alexis. On a des jeunes qu'on a pris chez Alexis qui ont intégré l'entreprise depuis 2-3 ans, qui vont être des gens solides pour demain. On a un petit jeune, on a un petit Arthur. On lui passe un petit bonjour, lui qui a fait son bac pro, son BTS, son IUT chez nous et qui est aujourd'hui au bureau d'études et qui a quasiment 12 ans d'entreprise. Oui. Donc c'est ces réussites-là aussi, au-delà du métier, je trouve que c'est pour nous une entreprise, je pense. C'est une aventure humaine. C'est ce qui nous correspond le mieux, l'aventure humaine d'abord. Ouais. Super. Voilà, bon. Il y a plein d'actu, tu nous diras ça. Ouais, c'est plutôt chargé en ce moment, effectivement. Ok. Parfait. Maintenant qu'on en sait un petit peu plus sur vous, on va rentrer dans le sujet. On va boire un café. Jingle. La question à 1 million. On vient de vivre le Covid qui a modifié nos organisations, nos façons de travailler, la vie au bureau. On s'est retrouvés en télétravail forcé. Certains des collaborateurs ou des gens, ça a été forcé. Les dirigeants, nous, on s'est rendu compte que ça fonctionnait, que ça pouvait continuer. Nos collaborateurs l'ont pas forcément bien vécu. Vous, en tant que consommateur de bureaux, quelle est votre vision sur la consommation des bureaux demain, notamment dans les écoles et les jeunes que tu formes? Comment ils voient la gestion des bureaux? Alors aujourd'hui, c'est vrai que, comme tu le disais, le Covid a poussé tout le monde à se mettre en distanciel, donc Teams, Zoom, etc. Tout le monde connaît. Je pense que les jeunes n'ont pas eu une période facile à ce moment-là. Enfin, on se souvient tous quand on était étudiant, il y avait les cours, mais il y avait aussi l'après. Là, d'être enfermé chez soi, ça n'a pas été évident pour cette génération. Pour autant, je pense qu'aujourd'hui, ils sont beaucoup plus agiles avec l'outil, comme nous tous, on a tous gagné en compétences. Et aujourd'hui, je pense qu'ils sont demandeurs d'un petit peu de flexibilité. Je pense que l'école de demain, alors on voit des écoles en 100% distanciel. J'ai vu aussi des modèles chez certains de nos confrères ou en interne au groupe avec on va dire du mixte, avec de la réservation, de réserver sa place finalement dans la salle et puis d'avoir une partie aussi à distance. Donc ça nécessite une belle adaptation pédagogique, ça c'est notre travail. Mais en tout cas pour les étudiants, je pense que c'est aussi un confort. Et on le voit beaucoup par exemple en ce moment avec les grèves, le distanciel est un outil qu'on continue d'utiliser.
Pour information, nos étudiants viennent dans la zone de Vienne jusqu'au sud Drôme et sud Ardèche. Donc potentiellement, pas de train, pas de possibilité de venir à l'école. Donc C'est un sujet d'actualité. C'est un sujet d'actualité. Et donc aujourd'hui, comme disait Dimitri, je vais aussi faire un petit coucou à mes équipes PEDA qui travaillent au jour le jour en se demandant s'il y a grève ou pas le lendemain et qui du coup offrent cette flexibilité aux étudiants. Et je pense que c'est important pour qu'ils puissent avoir tous le même enseignement et arriver au moment des épreuves en ayant eu tous les mêmes chances. Sur ADEOS, tu as des formations uniquement en digital? Alors sur ADEOS, on le voit encore, ouais, en effet. Je pense que les entreprises ont aussi pris, alors surtout des grosses entreprises, parce qu'avec ADEOS, on travaille en local, mais surtout au national. On va avoir des gros groupes qui ont des bureaux ou des usines un peu partout en France. Et c'est vrai que sur le regroupement de collaborateurs, on voit des structures qui nous demandent encore des sessions en visio sur certains sujets qui s'y prêtent, parce que tous les sujets ne s'y prêtent pas, bien évidemment. Enfin, je pense à la santé-sécurité, ça me paraît compliqué d'éteindre un incendie à distance. Mais en tout cas, sur certains sujets, ça peut fonctionner et on voit encore des structures qui utilisent cette modalité de formation. Et toi, Dimitri, est-ce que tu interviens dans la sécurité? Parce que ça a dû changer pas mal de donnes. Alors, nous, chez nos clients, on s'adaptait aux règles de sécurité à l'époque Covid. Mais ça n'a pas changé le fonctionnement chez nos clients. Et nous, en interne, donc on a eu une période un peu transitoire, comme tout le monde. Les premiers mois, quand il a fallu fermer nos entreprises, c'était un peu compliqué. On s'est dit comment on va pouvoir retravailler ensemble. Et nous, assez rapidement, on est une petite boîte, donc l'humain est quand même hyper imprégné chez nous. Et globalement, les gens n'ont pas trop voulu faire du télétravail. Alors quand ils l'ont demandé, parce que des fois, il fallait garder les enfants, c'était pas simple. Donc oui, mais globalement, ils ont tous voulu revenir au travail. Donc aujourd'hui, on a personne, sauf cas particulier. Là, je vois, on a une collab qui est enceinte, elle est un peu fatiguée, elle me dit est-ce que je peux rester à la maison? Donc, je trouve dans ce sens-là, c'est intéressant. Mais après, sur le reste, on n'a pas senti une adhésion sur le télétravail chez nous. Et puis, je trouve que le trop, c'est peut-être de perdre un petit peu ce côté, quoi qu'il y ait un côté un peu impersonnel à travailler. Puis, je trouve que le mélange des équipes, la communication, l'échange, tu l'as moins autour du café. De chez Arabica et Chocolat. Non, mais autour du café, ça permet aussi d'échanger et de développer de l'échange. À titre personnel, dans ta boîte, ça n'a pas changé ta façon de consommer les bureaux? Tu n'en as pas plus besoin de moins, de plus? Non, et tes clients? On aura l'actu, ça fera partie de l'actu, mais non, on n'a pas senti. Au contraire, je trouve qu'on a essayé d'améliorer nos bureaux à l'époque. On a fait comme on a pu, mais on a refait la salle de restauration, on a mis un coup de peinture, les gens ont remis un petit peu au goût du jour. Et au contraire, je trouve que ça a plutôt resserré. Nous, on a été hyper contents de se retrouver. J'ai le sentiment que ça a plutôt resserré les équipes sur... je pense que l'entreprise aussi a un rôle un peu... Chez nous, on essaie de le voir comme ça, un rôle un peu sociétal aussi, de sortir les gens de leur quotidien et de travailler ensemble. Donc, nous, ça n'a pas changé la façon de fonctionner de ce côté-là. Et toi, Laurence, la consommation des bureaux, est-ce que le Covid... j'imagine que ça a moins consommé dans les bureaux. Nous, concrètement, le télétravail, c'est aujourd'hui un constat de moins 15% de chiffre d'affaires sur l'ensemble de notre profession. Et aujourd'hui? Non, mais aujourd'hui. Aujourd'hui encore? Oui. En fait, c'est resté. Avant Covid, il y avait un jour de télétravail dans les grosses entreprises. Il n'y en avait pas dans les petites. Covid, donc on a fait moins 80, moins 90% de chiffre d'affaires dans mon activité. Je parle pour toutes les sociétés de distribution automatique. Et après Covid, il se trouve que voilà, le télétravail reste quand même. Ceux qui avaient un jour sont passés à 2, voire 3. Ceux qui n'en avaient pas en mettent. Aujourd'hui, on nous parle aussi de la semaine de 4 jours. Donc nous, concrètement, voilà, moi, le télétravail, c'est moins 15% de chiffre d'affaires au national sur toutes les entreprises de distribution automatique. Je pense que je peux m'avancer pour parler au nom de tous mes confrères. Et si la semaine de 4 jours s'installe aussi, on va encore... Et tu le ressens plus dans les grosses structures ou les PME Alors moi, je n'ai pas regardé parce que nous, on est encore en pleine croissance. On a fait plus 20 l'année dernière. Donc malgré ça... mais parce qu'on a développé des nouveaux sites. Voilà. Donc, je n'ai pas vraiment fait une analyse micro de tout ça. En revanche, c'est de partout maintenant, tu entends parler du télétravail. Donc, chez nous, évidemment, il n'y en a pas, par principe déjà.
Et puis ensuite, nous, tous les gens sont sur le terrain quasiment. On a très peu de monde en bureau. C'est ce que j'allais dire, il faut des métiers qui s'y prêtent à partir du Mais moment où par on a de contre, l'accueil. ça a la conséquence que ça repense la façon de travailler, ça repense le métier aussi, avec certainement le développement de nouvelles offres, pour combler un peu tout ça, quoi. Tu t'es réinventé. Ouais. Quelque part. Alors, la taille de la structure fait que on est petit, on est agile et heureusement. Hein, voilà. Après, il y a les marchés sont différents. La consommation des bureaux sur Paris, on le voit, est différent. Ils n'ont pas vécu le Covid pareil comme chez nous. Effectivement, on a eu très peu de télétravail. Les gens, au contraire, étaient contents de venir. Donc, ça consommait. C'était le seul moment convivial qu'il pouvait y avoir puisque les restaurants étaient fermés. Par contre, à Paris, il y avait une angoisse des transports en commun. On ne se déplace pas de la même façon. C'était tout fermé, tous les bureaux, tout. Ouais. Nous, dans nos activités distribution automatique, c'était catastrophique. Hein, Mais c'est quand même moins 15%, c'est énorme. Hein. Oui, mais c'est... Moi, je pense que sur notre clientèle à nous, ça doit faire moins 15. Donc, mes confrères à Paris, je pense que c'est plus. C'est une moyenne après, mais à Paris, oui, forcément, ils ont beaucoup plus souffert, quoi. Comme tu le disais, moi, je sais que j'ai vu des clients dont le siège est à Paris et qui nous disaient la politique est de réduire les bureaux. Et il faut... je parlais de réservation de salle d'école tout à l'heure. Là, pour aller travailler, il faut réserver son bureau. Il y a certaines entreprises qui y viennent. Parce que les jeunes que tu formes, ils veulent quoi ? Ils en parlent du télétravail ? Aujourd'hui, je pense qu'ils ont envie d'avoir une flexibilité. Pour autant, comme je le disais, cette génération qui est la génération Covid, ne se voit pas passer une semaine entière derrière son écran, ne se voit plus. Mais ils aiment avoir cette flexibilité. Après, tu peux l'avoir sur les horaires. Tu n'es pas obligé de l'avoir sur le présentiel. Tu peux dire, vous pouvez arriver entre 7h et 9h30, partir, pas faire qu'une demi-heure à midi ou 1 heure, comme vous voulez. Voilà. Moi, je pense que nous, on recrute, j'ai recruté des jeunes récemment, et sans parler de télétravail, en disant, écoutez, oui, est-ce que je peux le mercredi finir plus tôt ? Oui. La flexibilité. Voilà. C'est aussi ça. Je rejoindrai Laurence. Je suis plus d'accord avec ce qui est dit, effectivement. Ce qu'on n'avait pas avant le Covid, c'est des horaires aménagés. Et ce qu'on a maintenant, effectivement, c'est de dire, tu as peut-être un collègue qui va dire, moi, j'aimerais attaquer plutôt à 8h30 et terminer un peu plus tard. En fait, on s'est plutôt adapté, je trouve, à ça qu'au télétravail. Parce qu'on comprend, les gens ont envie d'avoir un peu plus de tête de loisirs, de vie personnelle. Et c'est trop un juste équilibre. Donc, c'est vrai que ce qui a changé, c'est plutôt ça. Je suis d'accord. Puis c'est pas gênant en plus. Dans nos organisations, du moment qu'on sait, après sur certains postes, évidemment, tu as les postes de production où là, c'est pas possible. Donc je pense qu'il faut faire très attention à ça aussi, parce qu'il faut pas devenir injuste non plus dans le management, parce que quand on a un site où il y a de l'administratif et de la production, moi, beaucoup de mes clients sont des usines quand même, je vois mal le patron accepter 2 jours de télétravail au bureau. Et puis, ceux qui ont le travail vraiment le plus compliqué quand même, parce que en 3-8, quand on est en 3-8 dans une usine, c'est pas facile. Et dire, non, toi, tu peux pas, tu continues ton 3-8. Donc, à mon avis, il faut quand même que les entreprises, elles le savent, hein, mais voilà, elles vont être obligées de tenir compte de tout ça pour notre région. Après, forcément, comme tu disais, Sébastien, sur Paris, c'est pas pareil. Parce que des usines en 3-8, il y en a moins. On est à bien la Défense. Nous, on reste en Dromardèche. Et ils descendent, hein. Ils viennent nous voir. Ils habitent là, d'ailleurs. Ils habitent là, ils commencent à venir habiter ici. Puis la flexibilité qu'ils font quelques jours de télétravail ici et ils commencent à prendre aussi un petit peu des bureaux parce que le travail à la maison, c'est pas forcément adapté à tout le monde. Non. Mais puis c'est prouvé aussi médicalement que c'est pas bon de faire plus. Je crois qu'il faut se renseigner auprès de la médecine du travail. Ils ont fait des études depuis longtemps là-dessus. Donc plus de 2 jours par semaine, psychologiquement, c'est pas très bon pour les collaborateurs non plus. Puis pour les vies de couple aussi, je crois apparemment. C'est plus compliqué. Si tout le monde fait du télétravail. C'est ça. Avec les enfants de bas âge. Il peut y avoir des problèmes. Merci de nous avoir fait partager votre vision sur le sujet. On va voir si vous êtes inspiré sur d'autres thèmes. Jingle. Alors, je vais vous demander de piocher dans la tasse. Alors, vous avez une tasse qui est au milieu. Je vous demande de piocher un petit papier. Il y a des mots dedans. Qu'est-ce qui... Laurence, honneur aux dames, tu pioches ? Allez. Chacun en prend un. Alexis, vas-y. Tu comprends pas le mot ?
Alexis, ça allez, va. Je suis à tu l'école commences. jusqu'à pas très Ouais. longtemps. Mais Qu'est-ce que tu as pris comme mot? QVCT. Quoi Moi, je sais pas ce que... Alors, je suppose que c'est qualité de vie au travail, mais je ne sais pas ce que veut dire le C. Exactement, c'est ça. Ouais. Ouais. Ok. Donc, QVCT, la qualité de vie au travail, on en parlait, hein, je pense que c'est un sujet aujourd'hui où je pense que toute entreprise a dans l'obligation vis-à-vis des collaborateurs de pouvoir amener une qualité de vie dans l'obligation s'il veut garder en tout cas les bons éléments, puisque du coup on a aujourd'hui cet aspect qui est de plus en plus prépondérant, je pense, dans la vision des salariés et qu'on se doit, je rejoins Dimitri, sur les belles aventures avec nos collaborateurs qu'on se doit d'amener. Toi, tu as tes clients qui viennent chez toi et Oui. tu as aussi, tu as combien de collaborateurs? Alors, sur SMA, j'ai 13 collaborateurs. Ouais. Et côté Adeos, on est une vingtaine. Un peu plus d'une vingtaine, Plus ouais. après des intervenants, des formateurs Alors, qui sont... plus après des intervenants, plus des étudiants, plus des stagiaires de la formation professionnelle sur chacun de nos sites. Donc, c'est vrai que la qualité de vie, c'est quelque chose qu'on se doit vis-à-vis de nos clients, mais avant tout vis-à-vis de nos collaborateurs dans le quotidien. Ouais. Je sais que vous faites attention à ça dans l'aménagement de votre espace. Ouais, c'est une des pistes. Il y a beaucoup de pistes sur lesquelles on travaille. Je pense que la qualité de vie au travail, ça a été aussi très à la mode, le côté start-up. Et pour moi, mettre un baby-foot et une tireuse à bière, c'est pas une bonne qualité de vie au travail. Je rejoins Dimitri sur l'expérience, sur la montée en compétence des collaborateurs. Aujourd'hui, moi, ma fierté côté SMA, c'est d'avoir amené mes premiers collaborateurs très récemment sur des postes de management en leur donnant des équipes, des responsabilités. Ils ont prouvé qu'ils avaient envie et qu'ils savaient le faire. Donc ça, pour moi, faire monter en compétence les gens, c'est le plus beau des cadeaux qu'on a, en tout cas, je pense, en tant qu'entrepreneur. Et je rebondis, mais j'acquiesce à 100%. Effectivement, souvent, on a l'impression que la qualité de vie au travail, c'est tu mets un baby, t'es sympa, mais c'est pas... Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Je trouve effectivement tout l'amont, la formation du collaborateur, valoriser un collaborateur, le faire monter en compétences, les amener avec nous dans nos projets d'entreprise. Je pense que c'est le plus important au départ, parce que paradoxalement, il y a des études qui sont faites, on nous dit que les gens trouvent moins de sens au travail, sont de moins en moins bien au travail, alors qu'on n'a jamais autant parlé de qualité de vie au travail. Donc, effectivement, il y a ce côté un peu... ça fait bien de dire qu'on y fait attention, mais j'ai l'impression que c'est un chemin qu'on a eu depuis 18 ans qu'on a créé la boîte. On s'est dit, si tu es bien dans une entreprise, tu y restes. Et moi, quand j'ai été salarié, c'est exactement... J'allais travailler parce que j'étais bien d'aller travailler dans cette entreprise-là. J'y allais pas parce qu'il y avait... Bon, il n'y avait pas de baby à l'époque, mais j'y allais pas pour ça. Je me sentais reconnu, être dans un groupe, avec une équipe, il me semble, c'est le béaba. C'est remettre vraiment l'humain au centre du sujet. C'est important pour le recrutement. Oui, puis c'est important pour le quotidien. C'est important. Les garder, en la fait. fidélisation. Déjà qu'on a du mal à recruter. Puis quand c'est une équipe, si tu veux qu'elle fonctionne, il faut qu'il y ait un seul élément et pas 31 dans mon cas ou 49 dans le sien. Voilà, c'est un élément. Et pour qu'il y ait un élément, il faut forcément... Et c'est le plus difficile à arriver à garder dans le temps. Comme dirait ma fille, tu peux avoir tous les ingrédients pour faire de la mayonnaise. Des fois, ça prend pas. Voilà. C'est pas faux. Donc ça, en fait. C'est d'arriver à faire prendre la mayonnaise. Ouais, et pour ça, il faut être attentif, c'est tout. Attentif humainement aux gens, les écouter, prendre soin d'eux et puis qu'ils se sentent bien. Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, Laurence. Et puis, au-delà de ce côté pérenniser une équipe, que la mayonnaise prenne dans l'équipe, même pour soi, moi, c'est ce que je dis toujours à mes collaborateurs, le travail, c'est le lieu où aujourd'hui, quand on ne fait pas de télétravail, on passe le plus de temps, on passe plus de temps au travail qu'avec sa famille. Moi, j'ai envie que ça se passe bien, qu'il y ait une bonne ambiance, qu'on se dise les choses, que les gens soient en confiance quand ils sont sur leur lieu de travail. Et pour moi, c'est primordial. On y passe un peu du temps, autant que ça soit aussi bien pour nous. C'est ça. Et qu'il y ait des gens heureux en face. Et aujourd'hui, je trouve que pour les managers, pour tout le monde, c'est quand même une grosse partie du travail, c'est de faire en sorte qu'il y ait toujours cette communication, ces liens, et c'est hyper difficile, je trouve, de le garder au quotidien, surtout quand on a, comme beaucoup, les entreprises bougent, on grandit, c'est pas simple. Et c'est du boulot d'arriver à le garder. Laurence,
Qu'est-ce que tu nous as pris comme mot? Tu nous as trouvé quoi? Recrutement. Recrutement. Donc, recrutement. Tu recrutes? Nous, on recrute tout le temps. Tout ce qu'on développe tout le temps. D'accord. Donc, on est en permanence en recrutement. Après, aujourd'hui, on n'a pas vraiment de difficulté à recruter. C'est vrai? Tu trouves? Je trouve, ouais, on trouve. Nous. D'accord. Alors, pour plusieurs raisons. Souvent, on recrute des personnes au poste d'approvisionneur de distributeur automatique. Et ce qui attire les gens, c'est les horaires. Ce sont les horaires, puisqu'ils commencent 6h, 14h. Voilà. Donc, c'est plutôt sympa. L'autonomie, puisque ce sont des gens, s'ils font bien leur travail, ils sont tranquilles. Voilà. Donc, on recrute des gens qui ont envie de ça. Voilà. Des horaires où ils ont l'après-midi de libre, l'autonomie, etc. Le dernier, c'est que Dimitri a ramassé dans un champ en période d'essai. On ne donnera pas le nom. Mais... Non, on ne donnera pas le nom. On se promenait avec ma femme et mes enfants. Il y a un jeune qui est tombé en moto, donc il se casse la clavicule. Donc on va le voir et puis il faisait que de me dire mon boulot, je suis en période d'essai, je vais me faire licencier. Et j'ai dit tu travailles où? Il dit je bosse chez Arabica et Chocolat. Donc j'ai pris un fou rire, mais c'est pas marrant monsieur. J'ai dit mais c'est bon, je la connais, ça va bien se passer, elle va te garder. Voilà. C'est sa petite histoire. Voilà. Donc elle me suit même le week-end. Et ce petit jeune, en l'occurrence, qui fait beaucoup de vélo, qui était pro en vélo, voilà. Et lui, il est venu chez nous justement par rapport aux horaires. Comme ça, l'après-midi, il peut aller faire du vélo, s'occuper de son équipe, etc. Pénibilité dans tout ça. Pénibilité, en fait, nous, le vrai sujet, ça va être... on commence à en parler sérieusement parce que j'ai pas de turnover. Donc, j'ai beaucoup d'anciens, des gens qui arrivent à plus de 50 ans, qui font le métier d'approvisionneur. Et c'est un métier qui est très physique. Voilà. Quand même, parce que toute la journée, ils font que courir, hein. Ils portent du poids, ils montent des escaliers. Donc, on adapte les tournées quand ce sont des femmes pour justement éviter qu'elles aient trop de poids, etc. Mais bon. Et j'ai des collaborateurs qui ont... j'ai une fille, Sarah, je peux dire le prénom, qui a quasiment 30 ans d'ancienneté, puisque j'avais racheté une entreprise en 2010. Donc, j'ai les collaborateurs de cette société qui avaient déjà 15 ans d'ancienneté. Donc, j'en ai qui sont à 27, 28, 30 ans d'ancienneté. Et voilà. Et j'en ai 5-6 comme ça, personnes, que j'aimerais bien quand même qu'ils puissent rester jusqu'au bout, mais qu'il va falloir quand même qu'on trouve des solutions pour adapter les postes ou proposer d'autres choses pour pouvoir les garder. Donc la pénibilité, elle se fait, et plus avec l'usure. Ça peut être une solution pour travailler plus longtemps. Ouais, mais il faudrait leur proposer des postes qui sont moins difficiles, adaptés. Parce que franchement, c'est compliqué. La pénibilité, c'est un vrai sujet quand même. Exactement. Ouais. Parce qu'il y en a, c'est vraiment pénible. Parce qu'il y a des métiers, moi, je ne les ferais pas. Nous, on intervient partout, comme Dimitri, dans toutes les entreprises. Et franchement, il y a des gens, ils font des métiers qui sont pénibles, mais vraiment. Ouais. Et quand... pas lancer un débat, et quand on parle de retraite à 67 ans, si je faisais les 3-8, d'abord, je pense que je serais incapable de les faire physiquement. Mais je ne comprends même pas comment on peut imaginer Et tu pourrais leur faire autre chose, ces gens? Tu travailles dessus? Après, comme on grossit, on se structure aussi. Donc, on crée des postes un peu différents. Donc là, par exemple, on crée un poste pour l'instant qui est moitié magasinier, moitié remplaçant. Voilà, donc là, il y a une place déjà sur du magasin, c'est quand même différent. Et puis voilà, en grossissant, on va créer des postes un peu comme ça, de support, où là, on va pouvoir les proposer à nos collaborateurs en interne. Encore faut-il qu'ils les acceptent. Ouais. Ou rendre le travail peut-être plus facile. Moins pénible. Ça, c'est compliqué. Parce que, en fait, c'est la typologie des clients. Vous allez dans des usines où ça tourne beaucoup et il faut monter, il n'y a pas d'ascenseur. Ouais. Il faut monter 20 marches et il faut transporter 40 kilos à chaque fois, on ne peut pas. Oui, alors, on a des chariots, on a avec un timing serré. Oui, mais c'est difficile de... Après, il y a des... Mais donc, le recrutement, écoute, ça se passe plutôt bien. On recrute beaucoup de jeunes. Voilà. Donc là... Et puis voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en fait. C'est vrai qu'on leur parle aussi différemment, on les écoute et on voit que les attentes sont plus sur... Il y a le travail, ok, c'est pas comme avant. Il n'y a pas que le travail en fait. Il y a ma vie d'à côté. Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour m'aider à m'accomplir aussi à côté? Après, je pense dans le recrutement... Je pense que notre rôle est là aujourd'hui aussi. Dans ce que tu dis, je trouve qu'il y a aussi... Alexis est là, donc je pense qu'ils ont un rôle qui est clé demain. Je pense qu'on a du mal à avoir de la ressource parce que les écoles, il faut qu'on ait beaucoup plus de liens entre l'entreprise et l'école pour que ça colle aux besoins aussi de demain. Les entreprises ont besoin de postes, mais on n'a pas d'écoles qui forment les jeunes sur les métiers de demain. Donc, je pense qu'il y a un vrai boulot pour demain d'intégration des jeunes. C'est plutôt encourageant quand tu dis que tu arrives à recruter.
Les 3 industriels que j'avais sur la première émission, ils sont pas forcément à dire ça. Et oui, mais parce qu'en fait, il y a des métiers qui ont été tellement dévalorisés pendant des années que c'est ça, en fait. Hein. Parce que quand tu vois le CFA de l'UIMM qu'ils ont monté, donc c'est plein d'élèves, ils vont encore, ils peuvent en rentrer encore plein. Hein. Et les jeunes, j'étais avec la directrice l'autre jour, elle me disait que les jeunes, ils commencent leur formation, ils ont déjà 6 postes d'emploi. Donc il y a bien, en fait, il y a une pénurie de personnes à des métiers, à des endroits. Mais des années, on leur a dit qu'il fallait faire des études. Ouais, on a dit à nos jeunes toujours qu'il fallait faire des études. Et aujourd'hui, il n'y a plus de tourneurs-fraiseurs, il n'y a plus de gens compétents sur des métiers manuels qui sont hyper importants. Je pense que pour rebondir, nous, on voit beaucoup de jeunes issus de la terminale, hein, puisqu'on commence au post-bac. Et ces jeunes, on leur demande d'arriver au bac, même en terminale, début de terminale, qu'est-ce que tu veux faire? Mais au final, ils n'ont pas vu d'entreprise. Allez, ils ont eu un stage de 3e qu'ils ont fait la plupart du temps chez des connaissances de leurs parents. Mais au final, on ne leur a pas montré ce qu'était le métier de tourneur-fraiseur, ce qu'était le métier de... Et après, il y a aussi une deuxième chose, c'est cette course au diplôme. Et ça, chaque année, nous, en tant qu'école, on le voit, parce que quand on travaille avec des entreprises partenaires, Dimitri parlait d'une belle réussite qu'on a eue ensemble, et arrivé au Bac+3, il y a quand même une pression sociétale qui se fait, parce qu'on a estimé qu'il fallait aujourd'hui un Bac+5. Et ça, je pense que c'est aussi un discours en tant qu'école qu'on se doit d'avoir. C'est du coup, quel est l'objectif de faire des études? C'est d'avoir un métier. Et ce métier, l'idée, c'est vraiment de pouvoir définir le projet pro. Enfin, nous, en tout cas, c'est comme ça qu'on travaille. On part de ce constat. On a vraiment l'objectif d'être un tremplin vers le métier souhaité pour un étudiant. On remet le travail et non le diplôme. On remet le travail au centre. Alors le diplôme, ils sont bien évidemment heureux de l'avoir et les entreprises sont contentes d'avoir des diplômés. Mais je pense qu'il faut arriver à se projeter. Et c'est vrai qu'avant, on avait un diplôme, on rentrait dans une entreprise, on restait 20, 30 ans dans cette entreprise. Aujourd'hui, on en a parlé, hein, tout est différent. La façon de travailler, les conditions. Et je pense qu'aujourd'hui, les jeunes sont un peu perdus. Et on leur a pas montré, avant d'arriver en études supérieures, ils ne connaissent pas les métiers. Donc souvent, ils ont envie d'être commerciaux parce qu'ils connaissent quelqu'un qui est commercial. Ils ont envie d'être... Mais le métier, vraiment, ils ne le connaissent pas. Qu'est-ce qu'ils veulent vendre? Donc ça, nous, c'est quelque chose auquel on attache beaucoup d'importance quand on recrute nos jeunes. C'est le projet professionnel. Vers quoi ils veulent aller, pourquoi, quelle vision ils en ont, et puis de les accompagner aussi avec l'entreprise. Je disais tout à l'heure, ça peut paraître bizarre, mais on a des jeunes en Bac+3 qui viennent nous voir et qui nous disent « Bon, j'ai fait une super année d'alternance, on me propose un CDI, mais j'aimerais continuer en master. » Bon, nous, notre rôle, c'est de les recevoir, d'étudier avec eux et de leur dire pourquoi? Est-ce que le métier te plaît? Est-ce que et donc, au final, très souvent, ça arrive, et pour moi, c'est une victoire, c'est que les jeunes sont en poste. Et tout à l'heure, on en parlait avec Dimitri. Moi, je suis super content quand je vais chez Dimitri et que je vois Valentin, pour ne pas le citer, qui me reçoit aujourd'hui et qui définit la fiche de poste d'un prochain alternant. Donc, je trouve ça super. Et lui va l'accompagner, donc la boucle est bouclée aussi, c'est-à-dire que c'est vertueux et c'est plutôt pas mal. Dimitri? Alors moi j'ai pris 49.3, j'ai eu retraite, les retraites. Oui. Le sujet. Alors la retraite, alors je vais parler personnellement, j'espère y être bien avant les 64 ans pour faire autre chose, parce que ça c'est personnel. Ça fera 30 ans, ça fait déjà 18 ans que j'ai l'entreprise et je me vois pas travailler jusqu'à 60-65 ans dans l'entreprise. Et puis en plus, comme je fais partie des plus vieux de la boîte, je sens que la jeune génération me dira, écoute, allez, laisse-nous un peu les clés. Donc, je suis pas sûr de travailler jusqu'à 65 ans. Après, on en discutait à travers le recrutement, il y a quand même des métiers qui sont pénibles. Est-ce que travailler jusqu'à... Alors oui, il faut peut-être allonger l'âge de départ à la retraite, mais peut-être est-ce que pour tous les métiers, c'est quand même un sujet hyper complexe. Est-ce qu'on a les bons chiffres de savoir si il manque combien dans les caisses? On entend un peu tout et son contraire. C'est un sujet qui est complexe, mais j'ai échangé avec Alexandre Perga, qui est le président de région du CJD. Tu connais, toi, un peu, Laurence. Et le débat, on disait, il est tourné autour des retraites, du départ de l'âge de la retraite. Mais c'est ce que tu as un travail des fois qui est pénible, mais plutôt le débat, c'est le sens du travail. Et puis, jusqu'à quand? Donnons envie plutôt de travailler. Quand on voit des jeunes qui déjà pensent à une retraite et ils disent, se voient pas travailler
Non, mais à plus de 60 ans. je suis d'accord dans le discours aujourd'hui, effectivement. Les jeunes, quand on entend les jeunes, aujourd'hui, effectivement, les jeunes, quand on entend les jeunes, moi, j'ai pas travaillé jusqu'à 65 ans, t'as pas attaqué à travailler, déjà, prends du plaisir déjà au travail, et peut-être que ça te gênera pas d'être jusqu'à 65 ans, 66 ans si tu t'éclates dans ton travail. Après, il y a des métiers physiques, ou peut-être qu'on peut plus faire à 65 ans. Il y a des métiers, je pense à un maçon, mais. Les maçons, oui, entre autres, tous les métiers du TP sur les chantiers. C'est sûr que dans le bâtiment, c'est quand même des métiers qui sont hyper pénibles. Peut-être Après, je trouve que l'industrie, nous, à travers les entreprises qu'on voit, je trouve qu'il y a quand même. Ils ont adapté les postes de travail parce que peut-être c'était des gestes qui étaient rébarbatifs et qui avaient des contraintes physiques pour les gens. Je trouve qu'il y avait un vrai travail de l'industrie qui devient hyper attractif aujourd'hui. Je trouve qu'il y a à travers ce qui est fait en face. Au CFAI, il faut que les jeunes se retournent vers l'industrie. Et bravo aux dirigeants d'industrie qui ont fait un gros travail là-dessus. Donc, c'est un sujet qui est complexe, mais on n'a pas tac à travailler déjà qu'on voudrait être à la retraite. Donc. Non, mais après, tu as des métiers où c'est quand même prouvé que physiquement, ça t'attaque et qu'à partir de là, voilà, si ton espérance de vie diminue du fait de ton travail, c'est prouvé. Donc, si on fait des études, il faut après aussi s'en servir. Hein, et puis après, quand ça nous arrange. Tu as un autre sujet, l'accès aux soins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu veux aller voir un médecin, c'est quand même devenu compliqué. Je vois quand il faut qu'à un rendez-vous à la médecine du travail, tu as du mal à ce que ton collaborateur puisse y aller, parce qu'il y a une pénurie de médecins. Donc, si on travaille plus longtemps, il faudra peut-être mieux suivre les gens. C'est un sujet qui est il y a quand même, c'est un sujet qui est. Enfin, je rejoins tout ce qui a été dit, et en particulier sur ce que tu disais, il y a deux choses. Moi, c'est les chiffres. Je pense qu'on est tout un chacun un peu dépassé. Ouais. On a différents chiffres qui sont avancés, des solutions. On nous parle de dette à l'échelle d'un pays, c'est pas la même chose qu'à l'échelle d'une entreprise. En tout cas, moi, je saurais pas gérer un pays. Et donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Et on parlait de désinformation tout à l'heure aussi. On a, je pense, une information qui est plus dense. Donc là-dessus, je pense que voilà. Sur la pénibilité, il y a pas de débat. Enfin, on en convient tous. Après, il y a quand même un sujet aussi, c'est pousser l'âge de la retraite, c'est bien, mais si c'est pour avoir des retraités qui ne trouvent pas d'emploi parce qu'ils ne sont pas employables, il faut aussi que, du coup, dans nos structures, on soit en capacité d'employer des gens de plus de 50, 55, parce que... faut les former. Faut les former ou alors, c'est eux qui devraient former nos collaborateurs. Moi je pense que c'est des gens qui ont de l'expérience, qui ont du vécu, et c'est vrai que du coup aujourd'hui on a, je sais pas, il y a un mythe où il y a peut-être... je sais pas, mais en tout cas, il y a des freins. En tout cas, c'est un sujet. Hein. Ouais, non, c'est un vrai sujet, mais c'est au-delà de la retraite, c'est la relation. Peut-être, alors, je connais que la France, où les Français, dans ce sens-là, la relation qu'on a avec le travail. Aujourd'hui, j'ai le sentiment des fois, on pense plus à aller faire des loisirs qu'à travailler. On entend parler de la semaine de 4 jours. Effectivement, ça peut avoir du sens, mais après, ce sera peut-être la semaine. Non, mais jusqu'où ça s'arrête, comment... Ben là, on va avoir plus de temps pour faire du loisir. Ouais, donc c'est... Et ça coûte de l'argent de faire des loisirs. Et c'est vrai que le Covid, on parlait au-delà du télétravail, je trouve que ça a changé un petit peu les mentalités, la vision et le rapport qu'on a au travail. Ouais, c'est un vaste sujet. Bon, je vois que vous êtes inspirés, on va continuer dans ce sens et on va découvrir vos projets. Jingle ? Alors, est-ce que vous pouvez nous parler du sujet vos projets du moment, de l'année, ou quels sont vos actus ? Alors, qui on commence ? Allez, Dim. Allez, j'attaque. Alors, actu plutôt chargé, nous, de rentrée. Alors, 1, 2, 3. Non, on a fait pour la première fois, on a fait une croissance externe, là, il y a 15 jours. On vient de racheter une société valentinoise. C'est la première fois ? GSB. Ouais, alors, on en avait fait une toute petite, Cap Excellence, c'était une entreprise de 2 collaborateurs. Mais là, on va dire, j'étais jeune, donc c'était pas la même vision implication pour le projet d'entreprise. Donc là, on a racheté GSB à Valence, donc c'est une super belle PME. Une société reconnue sur Valence. Ouais, qui a été créée en 84 par M. Boyer, repris par des Lyonnais, donc les frères Gobet, et puis on est fiers de reprendre le flambeau. Ça a été important parce que, alors, on parlait tout à l'heure de transmission, il y a des gens alors, un peu plus expérimentés, avec une vraie valeur dans le travail, une vraie compétence dans le travail. Et nous, ça nous manquait un petit peu parce qu'on a une moyenne d'âge assez jeune dans l'entreprise. Donc, on va essayer effectivement de voir comment on peut travailler en binôme pour qu'il y ait un gars expérimenté qui puisse transmettre aussi aux jeunes son savoir. Donc, donc première croissance externe. Et puis après,
n'avait pas parlé un peu d'immobilier. Donc, on a un projet de bâtiment parce que, comme je le disais tout à l'heure, on a un site à Saint-Péret, un à Porte-les-Valences et donc un à Valence. Et donc là, on va faire un bâtiment sur les Auréas, donc ça s'appelait Parc de Loré. Un joli projet de bâtiment pour amener toutes les équipes au même endroit. Et quand on parlait de bien-être au travail, ça va quand même permettre le fait qu'on soit tous ensemble, de remettre du lien, de remettre une dynamique pour les historiques aussi. Parce qu'on a quand même la chance d'avoir des gens qui sont là depuis pas mal d'années. Je trouve qu'on va réécrire une nouvelle histoire de l'entreprise tous ensemble. Et on est hyper fiers. On n'aurait jamais pensé, il y a 18 ans, quand je l'ai monté, je ne pensais pas qu'on en soit là. Donc, tu vas passer le Rhône alors? Ouais, on va passer. Alors, ça va être un sujet chez nous, parce que tout le monde m'a chambré avec ça, parce que je revendique bien mon appartenance ardéchoise. Et moi, il n'y a pas trop eu le choix. Non, il n'y avait pas de dispo pour faire. Et puis, on est bien accompagné aussi sur Valence avec quelqu'un de plutôt reconnu. Avec le groupe, ouais. Le groupe Alizonda qui nous accompagne sur ce projet-là. Donc, c'est une belle aventure. On est hyper fiers. Et puis, le sujet qui me tient le plus à cœur, c'est la montée en compétence des équipes chez moi, où ils me sortent petit à petit de l'exploitation. Donc ça, je suis hyper content de ça. C'est un sujet qu'on avait abordé depuis déjà pas mal de temps. Donc on a tous les managers, c'est des gens qui viennent de l'interne du Sérail. Ça, je trouve que c'est important. Et donc petit à petit, ils me poussent. Ils te poussent à la retraite? Alors pas à la retraite, mais à faire autre chose. Et il me dit surtout, reste plus. Voilà, il me sort de l'opérationnel, donc c'est un joli challenge. Ouais. C'est plein de beaux projets, donc je suis plutôt un dirigeant hyper heureux. Du coup, un déménagement qui est prévu pour quand? Déménagement prévu dans un an. Dans un an? Ouais. Début d'année 2024? Plutôt mars 2024. Mars 2024. Ouais. Ok. Donc, j'ai vu que le terrain était déjà bien préparé pour ça les a pas mal avancé. Mais c'est un joli projet, donc ça va prendre un peu de temps. Ouais. Ok. Voilà pour nous l'actu. Qui va enchaîner? Félicitations. Vas-y, Alexis. Alexis, on parle de construction. On parle de construction. Alors, je vais faire deux actus, puisque du coup, une pour chaque structure. Sur la partie formation professionnelle continue, donc avec ADEOS, Admetis, on a aussi un projet de bâtiment, un projet qui est juste à côté. Qui est pas loin, on va être voisins. On va être voisins. Et du coup, on est très content de ce nouvel outil. On parlait de qualité de vie au travail pour les collaborateurs. C'est vrai que c'est un bâtiment qu'on construit, donc on l'a pensé pour nos besoins, on l'a pensé pour nos équipes, et du coup on a hâte de pouvoir leur faire découvrir. Combien de mètres carrés tu construis? C'est 1000 mètres carrés. 1000 mètres carrés? Ouais. 1000 mètres tu carrés. augmentes ta surface? On augmente la surface, ouais. On augmente la surface, puisque du coup, notre structure a rejoint le groupe Collège de Paris en 2022, juillet 2022, donc avec des belles perspectives de développement, puisque du coup, aujourd'hui, ADEOS a intégré le groupe Collège de Paris pour développer ce volet formation professionnelle continue. Donc aujourd'hui, tu disais, c'est 30 000 stagiaires en formation pro. L'objectif de l'intégration de notre structure dans le groupe, c'est de pouvoir fédérer les différents acteurs, fonctionner aussi sur de la croissance externe et augmenter ce pilier qui est important pour le groupe, puisque le groupe a 3 piliers: les écoles, la formation professionnelle continue et la partie demandeur d'emploi. D'accord. Voilà. Et l'actu plutôt côté SMA, alors le projet, on va dire, c'est un projet dont on est particulièrement fier, puisque c'est du coup une classe dédiée qu'on a mis en place cette année. Justement, Dimitri en parlait avec le groupe Alison. Donc c'est une belle première promotion qu'on a fait avec eux, un beau partenariat, où du coup on a recruté des commerciaux qui ont évolué ici sur le siège ou sur les différentes structures en local, mais également on allait recruter des jeunes à Nantes, à Paris, Grenoble, Lyon, et du coup avec des semaines de cours prévues sur Valence à côté du siège, du coup qui permet aussi au siège de garder le lien, et puis après sur les semaines d'entreprise, les jeunes repartent dans leurs agences. D'accord. Et là vous arrivez à faire venir des gens de toute la France? Et après ça c'est notre boulot, et là je vais encore saluer mes collaborateurs, où du coup on va chercher les profils qui sont pertinents, on leur présente un projet. C'est aussi un projet d'entreprise, et là-dessus on s'est je remercie Alison qui a vraiment fait le nécessaire pour justement promouvoir l'entreprise, attirer les jeunes, qui a fait
vraiment un accueil, et on en parlait tout à l'heure, un onboarding à des jeunes qui viennent de loin. Donc, ils ont un logement qui est pris par la structure, ils ont vraiment toutes les conditions nécessaires. Et du coup, ça permet, en tout cas, que ce partenariat ait vu le jour cette année, et avec des résultats plutôt concluants sur cette fin d'année. Et donc, du coup, on devrait, on renouvelle notre partenariat sur l'année prochaine. Et ça, l'école est présente en centre-ville. Et ça, l'école, oui, est présente en centre-ville. Alors ça, c'est très important pour nous, parce que c'est vrai que on accueille une population de jeunes. Je vous parlais tout à l'heure du train, de Montélimar. Donc, c'est d'une part une accessibilité. D'autre part, on va pas se le cacher, hein, les jeunes sont contents de pouvoir aller faire quelques courses entre midi et deux, de pouvoir trouver beaucoup de restauration, un choix de restauration varié, et puis toute l'attractivité qu'offre le centre-ville de Valence. Là, notre agglo est contente de ce développement en centre-ville, j'imagine. Oui, écoutez, ils y travaillent. Je pense, en tout cas, ouais. c'est un échange qu'on a eu, et de toute façon, pour nous, c'était stratégique que l'école soit en centre-ville. On est à 5 minutes de la gare routière et de la gare ferroviaire. Donc, c'est vraiment un positionnement stratégique pour pouvoir permettre à des jeunes de venir étudier, sachant que chez nous, on a un rythme d'une semaine en entreprise, 3 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école. Donc, du coup, ça permet à des jeunes, soit qui viennent de secteurs comme Sud-Ardèche, Sud-Drôme, ou des jeunes qui peuvent venir même de plus loin. Je vous parlais là du projet Lison. On a des jeunes qui sont à Nantes en entreprise et qui reviennent faire leur cours chez nous à Valence. Donc je pense que c'est aussi intéressant pour le territoire, où on arrive à ramener des jeunes et qui viennent étudier sur Valence. Ok. Laurence? Alors nous, ton actu. 2 actus. On en a plein, mais bon. Tu peux en dire qu'une On parce va qu'on en a plus garder. de temps. On va en prendre 2. Donc la première, c'est on a bien encore progressé, et du coup on se restructure vraiment en interne pour pouvoir améliorer encore notre service client et la proximité qu'on va avoir avec nos clients, puisque nous c'est vraiment un métier de service. Et voilà. Et on a envie d'être encore plus proche de certains clients qui, de par de leur taille, en fait qu'on les voit moins que les gros. Voilà. Donc ça, c'est une organisation interne qui est en train de se mettre en place avec des recrutements. Et puis après, nous, on a toujours pour objectif de diminuer aussi, d'améliorer notre bilan carbone. Voilà, donc on a commencé à rentrer l'année dernière des véhicules électriques. On a prévu pour des tournées électriques aussi sur Valence, ceux qui font pas beaucoup de kilomètres. Voilà. C'est un vrai sujet, ça. Ça, pour nous, c'est un vrai sujet. Puis, le carbone. Voilà. Donc déjà, on a quand même mis, ça fait 17 ans qu'on travaille pas mal là-dessus. Nous, on est assez engagés. Voilà. Donc là, le dernier chantier, c'était sur vraiment les véhicules électriques. On va mettre aussi, on a en projet, c'est pas fait, mais sur du photovoltaïque également. Voilà. Donc ça va être aussi le vrai sujet 2023. Bon, c'est un super sujet d'actualité, un beau projet aussi, parce que c'est plus que d'actualité. Oui, puis nous, c'est un peu l'ADN aussi de l'entreprise quand même. On est assez engagés dans tout ça. Voilà, donc ça va avec, et puis on continue. Ok. Affaire à suivre alors. Vous nous tiendrez au courant de vos projets. Si tu nous réinvites. Hein. Si vous nous réinvitez, bien sûr. Parce qu'ils sont bons les gâteaux quand même. On verra si on vous balance à un moment. Maintenant, je vous propose de tester votre connaissance sur le marché. Alors, la question est très simple. Quel est le prix moyen du mètre carré à la location pour le seconde main sur l'aire urbaine de Valence pour les bureaux? Vous êtes consommateur de bureaux. Est-ce que vous avez une idée? Joker. Moi, je dirais. Alexis, peut-être je suis concerné plus puisque récemment vous nous avez accompagnés, donc on a quelques, je dirais 120 € du mètre carré. Sur le second main, oui. En moyenne, c'est entre 100 et 150 € du mètre carré. Ouais, j'étais au milieu. Tout dépend un peu de la surface. Il est bon. Ouais. Bon, on avait toute confiance. On a tout misé sur Alexis. J'ai eu le cas récemment et on a eu l'occasion de travailler avec Jérémy d'Arthur-Lloyd, donc j'ai pu tester le marché récemment. Et sur le neuf, alors, du coup, une idée peut-être? Un bureau? Ouais. On est un petit peu plus haut, on est entre 150 et 200 € du mètre carré. Là, c'est D'accord. Donc 165, 170, c'est ce qu'on observe sur le plateau, sur tout ce qui est neuf et ce qui est récent. Et à Valence, on se situe comment par rapport à la région, on va dire? On est dans des moyennes qui correspondent à nos tailles de marché.
C'est-à-dire qu'on n'est pas aussi cher qu'à Lyon, mais qui est une taille, Oui, qui est non, une c'est taille pas- plus importante. Mais on n'est pas non plus complètement décorrélé. D'accord. On est peu d'offres fait qu'on a plutôt des prix qui montent plus que peut-être un peu plus vite que ce qu'on va trouver sur des grosses métropoles. Paris, avec le Covid, les surfaces se vident un petit peu. Donc, on a des surfaces qui se diminuent, on a de l'offre disponible, fait que les prix vont diminuer un peu. Après, on a quand même eu sur 2022 la demande placée en baisse de 34% par rapport à 2021, qui avait été une très très belle année. On est à 14 425 mètres carrés, pour être précis, de demande placée sur du tertiaire, sur du bureau. D'accord. Donc, on a une baisse. On a beaucoup de projets qui se finissent 2023, notamment dans les bureaux là où on est. Donc, on va retrouver des volumes plus importants sur 2023. D'accord. Ok. Et ça, tu l'expliques post-Covid, temps de réflexion C'est plutôt une offre qui est plutôt rare et de la demande, mais on a eu du mal à trouver de l'offre. Construire, il faut construire, ça prend du temps. Ouais, ça prend du temps. Après le Covid, il y a eu le problème des artisans qui n'étaient pas disponibles avec la difficulté à travailler. Construire un immeuble de bureau est plus long qu'un local d'activité avec du bardage, ça va un petit peu plus vite. Vous avez des expériences là-dedans. Ouais. Voilà, il y a de la surface disponible. Là, ça y est, sur du bureau. Ouais, l'automne, c'est quand même bien développé là, Ouais. au niveau offre. Ouais, bureau, c'est allé c'est complet, plutôt vite. Ça se passe plutôt bien. Ouais. Contrairement à ce qu'on peut croire, les accès restent pas si mauvais que ça. On entend parler que. Il y a un mythe, je crois. Exactement, merci de le dire. En tout cas, j'en entends parler. Ouais. Hein. Ouais. Non, mais comme dans toutes les zones, on a une entrée, une sortie d'autoroute qui, des fois, le matin, aux heures de pointe, peut être un peu compliqué. Mais comme on l'a sur Briffaut, bon, toi, c'est pareil, c'est une sortie que tu prends, tu vois un petit peu du monde, mais moi qui arrive de Romans, je le vois sur toutes les sorties, il y a un petit peu du monde. Mais après, ça va vite. Et puis ici, un ralentissement de 5 minutes, on appelle ça un bouchon. Ouais, c'est un bouchon, ouais. Ça, je suis assez d'accord. Allons à Lyon, qui est pas loin, à Paris, c'est plus. On habite ici, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. C'est ça. 10 minutes de bouchon, c'est énorme pour nous. Bon, je vois que vous connaissez quand même votre territoire, pas pour tout le monde. Alexis, bien mieux que nous. Et maintenant, j'aimerais savoir pourquoi vous avez investi ici plutôt qu'ailleurs. Jingle. Alors, pourquoi ici, Laurence? Pourquoi ici? Parce tu es d'ici? Je suis d'ici. Ouais. Et que c'est une. Voilà. Après, c'est Tu es restée la ici, vie donc. qui a fait que voilà, je suis restée ici. Tu es restée Donc, fidèle. c'est une belle région. En plus, c'est vrai qu'on a une région qui est très dynamique quand même. On le voit, hein, puisqu'il y a beaucoup de création quand même d'entreprises ou de création de pôles, pas forcément de nouvelles entreprises. Mais bon, il y a des gros nationaux qui se mettent ici. On est bien placé par rapport à la vallée du Rhône, aux transports, etc. Donc, c'est une région qui est assez dynamique. Quand je discute avec d'autres collègues dans d'autres régions, nous, il y a plutôt des nouvelles entreprises, des nouvelles structures. Ça bouge. Là où ailleurs, des fois, il y a plutôt des fermetures. On n'a jamais vraiment connu ça sur la région. Donc, Tout à l'heure, je vous parlais des volumes placés de bureaux. Par rapport à des tailles de villes comparables aires urbaines, on est au-dessus de la moyenne. Hein. Donc, on est plutôt une ville dynamique. On a le baromètre de l'attractivité, on est une ville qui est attractive. On est super bien placé. On est très bien placé. Voilà. Je l'ai déjà dit, on est à 2h10 de TGV de Paris. On va sur Marseille en moins d'une heure, en 1 heure. Je ne sais pas combien c'est, mais 50 minutes. 50 minutes, ouais, c'est ça. Donc c'est vrai qu'on est plutôt bien placé, c'est plutôt dynamique. Et du coup, est-ce que toi, ton métier, tu disais que tu es une baisse de moins 15%, mais si on consomme moins de bureaux, est-ce que tu penses que moins de services, qui est en corrélation avec ton chiffre d'affaires, ou comme tu touches beaucoup l'industrie, ça impacte moins? En fait, il faut que c'est un juste équilibre. Ouais. C'est vrai que l'industrie, nous, c'est ce qui tourne le mieux. Pour nous, voilà. Tu connais la répartition entre industrie et tertiaire? Tertiaire, j'en ai pas beaucoup en fait. Hein. Ouais. Non. Tertiaire, déjà, il y a beaucoup de cafetières, souvent dans les bureaux, et par service. Il y a très peu d'entreprises qui les interdisent finalement, les cafetières, dans les services. Donc voilà. Et puis les gens, moi c'est ce que je dis toujours, quand on travaille dans un bureau et qu'on fait une pause, on fait pas la même pause que quand on bosse sur une machine, qu'on est debout, etc. Où là, on fait une vraie pause. Donc, ces gens-là, moi, ce sont quand même mes meilleurs clients. Parce que quand ils font une pause, ils vont boire un café, mais ils vont manger aussi.
parce qu'ils ont dépensé des calories. Quand on est derrière un bureau, c'est pas la même quand même. Ouais. Voilà. Après, tu as quand même aussi tes machines, puisque nous, je sais qu'on les a chez nous, les machines. Donc vous avez les petites, les fontaines à eau, tout ça. Exactement, Voilà. Donc ouais, on c'est en ça. a, ouais. Ouais. Mais c'est vrai que c'est une partie un peu moins. Après, c'est ce qui se développe de plus en plus, c'est plutôt ce type de concept quand même, il faut savoir. Alors ici, on a une région qui est industrielle, voilà, d'accord. Donc on a des industries, donc on a des grosses machines, etc. Mais quand on regarde ce qui se fait un peu partout, dans les grandes villes surtout, les grosses machines ont tendance à disparaître et on voit plus apparaître, on appelle ça le tabletop, l'OCS. Vous savez, des petits corners là, comme on voit sur l'autoroute. Si vous regardez sur l'autoroute, il y a de plus en plus de petites machines posées sur des meubles. Voilà. Et ça, nous, notre métier est en train quand même de muter là-dessus. Hein. Ouais. Alors, dans les usines, on aura forcément toujours les gros distributeurs parce que voilà, faut que voilà, les sandwichs, la confiserie, les boissons fraîches, etc. Mais on voit quand même que le marché mute aussi. Ouais. Bon, tu restes ici alors. Ah ben oui, on est bien ici. Et puis on a une belle région. On est le premier département français bio, la Drôme. Voilà. Donc on a l'Ardèche. Merci Lolo. Je suis ardéchoise hein, quand même. Ah, c'est bien. Non, c'est une très belle région. On est très bien placé. Voilà, ça bouge. Enfin, non, moi je suis bien chez moi. Voilà. Et toi, Dimitri? Moi, je suis pareil, c'est mes racines, donc j'ai mes potes ici, ma vie est ici. Donc, à part déménager l'Ardèche à part déménager, je pour l'entreprise. Mais Drôme Ardèche, je veux dire, c'est le même département, de guillemets, pour nous, et ouais, je ne me verrais pas travailler ailleurs. Tu as eu des opportunités de croissance extérieure sur d'autres villes? Oui, et on n'y est pas allé. On a eu une fois sur une possibilité sur Châlons, une belle boîte, mais on ne voyait pas le sens d'aller là-bas. On est tellement bien ici, il y a une belle activité. C'est qu'on a une belle activité industrielle de PME hyper vive, ça bouge. Donc, et puis quand je vois les montagnes en face, je fais pas mal de courses à pied ou de VTT, je me dis, c'est le plus beau département. Puis après, ça dépend de nos cultures aussi, à nous, ce qu'on a envie. Si on avait envie d'être très gros, de faire beaucoup de chiffres, voilà, forcément, on irait voir ailleurs aussi, on montrait des agences, etc. Enfin, oui, parce que ton métier, tu peux le faire. Exactement, je pourrais très bien monter des agences ailleurs, mais j'ai pas envie. En fait, j'ai envie de rester vraiment un acteur local. Ça a toujours été ma volonté. Et c'est vrai que depuis le départ, j'ai pas évolué. J'aurais pu rester un acteur local. Et comme on fait un métier de service, voilà, pour être bon, il faut être vraiment proche. Et moi, je veux être là, voilà, et puis voir un peu tout le monde, quoi. Puis c'est une famille quand même. On a des tailles d'entreprise, voilà, où on est bien avec les gens avec qui on travaille. Et puis je ne me verrais pas partir 2 jours par semaine. Et puis sur Valence, je trouve aux alentours, tu as quand même un noyau de dirigeants. On se connaît quasiment pas tous, mais je sens que c'est quand même plutôt actif. On a une taille qui le permet. Non, voilà, je trouve que le marché est idéal. On a une taille qui le permet, puis des structures qui font le nécessaire pour Et toi, Alexis, pourquoi ici? Un peu pour les mêmes raisons. Alors moi, je suis originaire de Lyon, mais j'ai grandi à Valence. J'ai grandi à Valence depuis que je suis tout petit. Alors pour la petite histoire, je suis reparti faire mes études à Lyon. J'ai commencé à travailler à Lyon. Et puis à l'issue de mes études finales, où j'avais des propositions de postes à Paris, au Luxembourg, un peu partout. Et en fait, j'étais le seul de ma promo à ne pas vouloir aller sur ces postes-là, des postes plutôt intéressants. J'avais envie de revenir à Valence. Alors, dans ma promo, ils n'ont jamais compris. Ils m'ont dit, mais pourquoi tu es venu faire cette école? C'est pour revenir à Valence alors qu'on te propose des choses à Paris. Bon, c'était mon souhait. Et pourquoi avoir installé l'école ici? En fait, c'était d'ailleurs dans la rencontre avec Olivier Delagarde, qui est le président du groupe Collège de Paris, avec qui on a monté l'école. C'est vrai qu'il ne connaissait pas Valence au démarrage. Donc, j'ai pris un malin plaisir à lui faire visiter sur les terrasses, notamment de certains restaurants, lui montrer un petit peu le champ de Mars et les atouts qu'avait Valence. Et puis bon, au-delà de ça, je lui ai quand même fait passer une étude de marché sur le dynamisme de la ville. Et je pense que c'est aussi quelque chose, on connaît le tissu local. Et moi, quand j'ai créé l'école, j'avais 2 volontés. Donc lui aurait préféré que j'aille à Grenoble ou dans une autre ville. Je lui ai expliqué que moi, je voulais être sur Valence. C'était vraiment un choix. Et j'avais deux axes. Le premier, c'était de proposer à des jeunes qui n'ont pas forcément les moyens d'aller à Lyon ou à Grenoble pour étudier, de pouvoir poursuivre leurs études, notamment par le biais aussi de l'alternance qui leur permet d'avoir une première expérience et une rémunération. Ça, c'était le premier postulat. Et le deuxième postulat, c'était de se dire que si les jeunes partent faire leurs études à Lyon ou à Grenoble, souvent ils restent à Lyon ou à Grenoble. Et donc, pour les entreprises du territoire, je pense que c'est un plus et un atout de pouvoir garder nos pépites et nos futurs collaborateurs. Voilà. Ouais, super.
voilà l'histoire. Et d'ouvrir du coup d'autres écoles ailleurs Alors, sur le territoire? Ouvrir d'autres écoles, c'est quelque chose en ce moment sur lequel je suis sollicité, sur lequel je réfléchis. Mais d'abord, on parlait tout à l'heure de transmission. Avant de pouvoir aller ouvrir d'autres choses ou pouvoir faire d'autres choses, il faut absolument que, comme disait Dimitri, se faire pousser dehors. Je pense que c'est quelque chose qui est le plus plaisant pour un dirigeant, c'est de se dire, en fait, les gens n'ont plus besoin de moi, ou en tout cas plus besoin à 100%. Et donc aujourd'hui, je ne pense pas être au niveau de maturité encore pour pouvoir aller un petit peu plus loin. Mais de toute façon, Valence restera le fief. Ok, on va continuer à parler investissement avec la question à 100K. Jingle. Alors, si vous aviez 100K pour créer une start-up dans le but de répondre à une contrainte que vous rencontrez dans votre métier, il s'agirait de laquelle? On va couper, attends. C'est ma tête qui te fait rire. Je t'ai vu, tu sais, avec l'exosquelette, à part pas, c'est le même truc. Allez, on va commencer par Laurence. Est-ce que tu as une idée? Oui, mais moi, c'est... Ah, excusez-moi. Arrête. Pardon, c'est pas vrai. Putain, je suis désolé. Donc moi, je partirais sur une start-up qui permettrait de rendre accessibles les exosquelettes pour mes collaborateurs qui sont Ça sur répond à le la terrain. problématique Voilà. dont tu parlais tout à l'heure, Ouais. monter des étages. Des métiers d'approvisionneur qui est quand même très physique. Et ça permettrait de les accompagner, de les soulager. Ouais. Et de soulager ces tendinites qui arrivent au fil des années, etc. Tu investirais dedans. Ça existe déjà? Il y a Les déjà des sujets? exosquelettes existent, Ouais. mais après, au niveau des montants, etc. L'idée, ce serait de faire des choses accessibles pour les petites sociétés comme moi, et avec des choses aussi faciles à mettre, à enlever pour les collaborateurs qui montent dans le camion, qui descendent, etc. Je pense que ça existe dans le sport. Je sais qu'il y a des choses, notamment pour le ski, sur des... Oui, mais c'est des orthèses. Non? Ouais, des structures, je ne sais pas si c'est exactement, mais qui sont là pour renforcer, pour quand on se baisse, on se relève. Peut-être que pour monter des escaliers, peut-être que ça pourrait être, ça pourrait aider. Pour le poids, pour le dos, la colonne, etc. Ouais. Oui, là, j'investirais. Ok. Si j'avais 100K. Si tu avais 5K. Alexis, est-ce que tu as une idée? Alors, du coup, moi, c'est vrai que j'ai la chance de voir beaucoup d'étudiants dans nos écoles qui ont ce type d'exercice de créer une start-up. Et c'est vrai qu'on a la chance d'être accompagné par des structures comme le réseau Entreprendre Dromardèche ou Initiative, certaines banques également qui viennent faire les jurys. Donc, je les remercie tous parce que je pense que ça crée des vocations chez nos étudiants. Et les projets, en effet, au démarrage, on avait beaucoup de projets liés au numérique. Et ça, c'était l'innovation, c'était le numérique. Aujourd'hui, on voit beaucoup plus de projets orientés sociétal, orientés écologie. Et c'est vrai que moi, les projets sociétaux, je trouve que c'est intéressant quand ça a du sens. Donc vraiment, c'est plus sur ce type de projet que j'irai. Si je devais faire un lien avec mon métier, on parlait tout à l'heure de la connaissance des jeunes pour s'orienter dans leurs études et pour découvrir des métiers surtout. Je pense que du coup, une start-up qui proposerait vraiment un vrai programme d'accompagnement pour les jeunes pour découvrir différents métiers, je mettrais, si je les avais, 100K. Tu mettrais dedans, ok. Dimitri, start-up. Alors, tu as dit que tu étais vieux quand je suis pas hyper à l'aise avec les c'est un startups. sujet qui te parle? Alors, ça me parle pas trop parce que je suis pas du tout à l'aise avec le sujet. Par contre, j'irai plus sur un volet environnemental. Il y a des vrais sujets, comment recycler l'eau aujourd'hui. On a l'impression que ça va devenir le nouveau pétrole de demain. Denrée rare. Et ouais, ça va se raréfier. Donc, comment recycler l'eau? Parce qu'effectivement, il y a quand même un vrai sujet dans nos sociétés modernes où on consomme l'eau potable, on la jette comme ça. Donc, on épuise la ressource. Donc, ouais, des gens qui iraient sur des sujets comme ça, des sujets environnementaux. J'investirais 100 000 euros plutôt là-dessus. Je les ai pas encore. Donc, pour l'instant, ouais. Mais si tu nous les finances, Écoutez, allez, sur le projet environnemental. Il ne nous reste plus qu'à les trouver, les 100K. Je vais y travailler, je vous dirai. Mais pour l'heure, je vais vous demander de balancer des invités. Jingle.
De nouveaux invités vont bientôt passer boire le café. Est-ce que vous avez des noms ou qui est-ce que vous aimeriez voir à votre place? Il y en a tellement. Pas trop, un chacun. Un chacun, on est limité. Alexis, allez. Alors, moi, j'aimerais bien. Alors, je vais forcément citer quelqu'un déjà que j'apprécie et avec qui je travaille. Je pensais à Fanny Bult, qui est donc la gérante de Bulle Plastique. C'est quelqu'un que je trouve vraiment pertinente dans ce qu'elle fait. En plus, j'avais envie de mettre à l'honneur une femme parce que, en termes d'inclusion et de parité, je trouve ça bien. Et une femme dirigeante. Là, aujourd'hui, on a Laurence, on a cette chance-là, mais j'aimerais bien voir Fanny assise dans ce fauteuil. Très bonne idée. Qui a de belles idées, qui a une belle valeur. Exactement. Je vais appeler Fanny. Moi, pareil, je vais rester sur une femme. Pareil, j'apprécie énormément. Et Alexis, on en a discuté il y a 5 minutes. Je parlais de Julie Malène. Elle a une boîte de com un peu globale. Et j'aime bien la personne. C'est quelqu'un qui s'implique aussi, qui s'implique quand même beaucoup dans le territoire. Elle est au CJD, donc ouais, c'est quelqu'un qui fait du bien aussi à l'agglo. Très impliqué. Donc ouais, très impliqué. Donc ouais, et puis si on pouvait avoir 3 femmes, ça serait bien. Je te lance le Julie défi de Malène. trouver une femme. Non, ouais, je trouve que c'est bien. Ouais. Belle valeur, Julie aussi. Laurence, te laisse pas influencer. Ah, moi, ce sera un homme. Un homme. Voilà, Un la bière est ami cassée. avec qui, un ami qui était lauréat du réseau Entreprendre avec moi en 2006, Mhm. et on se suit donc depuis 17 ans maintenant, qui est un bel entrepreneur, qui a un très bel établissement, qui est toujours en train de mettre en place des nouveaux projets. Mhm. Donc il a plein d'actualités, c'est Yves Ruspeler du Clos Ah oui, Syrah, oui, Best très bien. Western Clos Syrah, donc hôtel, restaurant, voilà. Et qui va bientôt être notre voisin, Alexis. Exactement, j'ai vu ça. Il va ouvrir la brasserie qui sera en bas Tout dans à le fait. bâtiment B. Voilà. Et il a Donc, encore d'autres projets, donc je t'invite vivement à convaincre. eh ben, En plus, écoute. vous passerez un bon moment. Ouais, ça doit bien Voilà. se passer. Ça On aimerait bien doit savoir ce qu'on va manger après, on Ouais. arrivera à le tanier. Ouais, il pourra nous monter à manger. Voilà. Eh bien, suspense, je vais prendre contact avec eux, puis on verra. Cette pause de café touche à sa fin. Je voulais vous remercier de vous être prêté au jeu. Merci à toi. C'est pas forcément avoir convié, une habitude qu'on a de parler devant caméra. En tout C'est cas, je pas voulais vous remercier. On en connaît un Merci. peu plus sur votre vision de l'entrepreneuriat. Et je vous souhaite beaucoup de succès dans tous vos projets. Il y en a plein dans vos actualités. Vous nous tenez au courant, bien sûr. Et nous, on se donne rendez-vous très prochainement pour de nouveaux épisodes autour d'un petit café. Merci. À bientôt. Merci Sébastien. Sébastien. Merci.